Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Confidente, le podcast où l'on parle de confiance en soi. Alors mon grand sujet du moment, c'est l'incohérence érigée au rang d'art. Il me semble parfois que j'ai perdu beaucoup de temps dans ma vingtaine à vouloir être digeste, lisible, à chercher ce qu'on appelle un emploi en tant qu'actrice, vaste programme, à avoir un physique qui ne contredirait pas trop mon intériorité et autres vastes fumeries. À l'heure du personal branding, des algorithmes, de notre attention de plus en plus fugace et de la tyrannie du storytelling qui a atteint des sommets incommensurables, on aimerait que nos marques et nos personas fassent toujours sens. Sauf que je crois qu'en masquant nos contradictions, qu'en maîtrisant notre gourmandise, qu'en simplifiant nos discours, en prenant un camp, rien qu'un seul, on trahit notre complexité, notre singularité, en tout cas notre enthousiasme. Moi, quand j'ai pas confiance en moi, c'est souvent parce que j'ai pas confiance dans le regard qu'on pose sur moi. Sauf que c'est pas notre responsabilité de manager la perception que les autres ont de nous. Avoir confiance en soi, c'est toujours une expression un peu abstraite dont on a oublié le sens premier, celui de se faire confiance. Alors je propose aujourd'hui qu'on ait confiance en notre incohérence qui fait pourtant toujours sens. Cette semaine, j'ai le bonheur d'échanger avec quelqu'un qui en sait quelque chose, lui qui a souvent préféré l'éclectisme, mélanger les genres, quelqu'un qui a eu confiance en sa vision et qui s'en est donné les moyens, et qui, à défaut de toujours rentrer dans les cases, a préféré les cocher. Il a développé des logiciels, des carrières, des équipes, mais aussi un style, une sensibilité. 12 galeries à travers le monde, une centaine d'artistes au profil disparate, dont beaucoup que vous connaissez. Il est à la tête d'une multinationale dont il pilote aujourd'hui le développement, la créativité et la vision, encore et toujours. J'admire son dévouement, son sens du travail, ses anecdotes aussi foisonnantes que ses catalogues hétéroclites. Prédisposé à être un peu rebelle, lui qui est né un 6 mai 1968, j'aimerais en savoir un peu plus sur ses révolutions et résolutions personnelles. Si l'on sait tous, encore et toujours, qu'il a passé un mois déguisé en phallus géant en 95 ou qu'il ramenait les œuvres de Damien Hirst sur le capot d'une Peugeot, moi j'ai envie d'en savoir plus sur l'homme derrière ses costumes et d'avoir, je sais pas, d'ouvrir un peu le capot de sa voiture. Bienvenue Emmanuel Perrotin. Bonjour Julia. Comment ça va? Bah écoutez, très bien. Je suis ravie de te recevoir, on va se tutoyer, on s'est dit Bien ça. sûr. Donc évidemment, en ce moment, j'ai l'impression que souvent dans des interviews, tu parles beaucoup du collectif, de comment tes équipes fonctionnent très bien sans toi. Tu dis très modestement que tu n'es plus le meilleur vendeur de ta galerie. Mais moi, aujourd'hui, je veux vraiment pas qu'on parle du collectif, mais qu'on parle vraiment de toi, et rien que de toi, de Emmanuel plus que de Perrotin, si tu es d'accord. Oui, mais une partie de moi-même, c'est quand même ce que font les équipes pour moi. C'est vrai. Et surtout mes artistes. Donc Donc on pourra pas s'en... Oui, c'est difficile de ne pas en parler. c'est tout à ton honneur. J'aime toujours commencer avec une question forcément un petit peu, évidemment qu'on va élaborer tout au long de l'émission, mais est-ce que tu dirais que tu as confiance en toi? Écoute, j'ai le syndrome de l'imposteur comme beaucoup de gens qui ont un peu réussi. J'ai évidemment confiance en moi dans certains aspects et dans d'autres, je regrette énormément de failles, énormément de moments où je sais que j'ai peut-être pas eu le cran d'affronter certaines choses pour aller plus vite. Et puis de temps en temps, j'essaie de me rassurer en me disant que peut-être que ma prudence a été salvatrice par rapport à certains qui pensent pouvoir griller les étapes très rapidement par excès de confiance. Mais tu dirais que ça va de mieux en mieux ou que c'est pas que ça dépend des périodes? Est-ce que tu... Ah ouais, j'ai l'impression que ça va de mieux en mieux. Trop bien. Dans le sens où, bien entendu, c'est très long avant de sentir une vraie différence dans sa carrière. On, on empile les histoires sympathiques, les réussites momentanées, mais qui peuvent être balayées régulièrement par d'autres moments plus difficiles. Euh, on réinvestit, puis un jour, effectivement, j'ai senti qu'effectivement la galerie était dans de très bons rails et je pouvais avoir plus confiance en moi. Après, on sent toujours l'ombre de compétiteurs, on sent toujours l'ombre de problèmes qui peut poindre à l'horizon. Et dans la vie, on a tous assisté à des retournements de situation extraordinaires de personnes qui étaient où tout semblait lui sourire et tout se retourne. À ce sujet, l'un de mes auteurs favoris, je le cite souvent, Fitzgerald. c'est Fitzgerald. Ouais. Je sais que tu as très bien préparé. Ah bah moi je prépare mes émissions. Et puis Voilà. c'est agréable de préparer une émission te concernant, il y a de quoi faire. Et donc Fitzgerald, évidemment, ses personnages et lui-même ont
obtenu des choses extraordinaires et au moment où ils sont au top de leur carrière, tout s'effondre, donc j'ai toujours cette inquiétude à l'esprit. Au quotidien, c'est quelque chose Voilà. qui t'habite ou dans des moments un peu mélancoliques? Tu dirais que tu es vraiment perfusé à cette peur que tout s'arrête? Euh, Beaucoup moins qu'avant. Ok. Beaucoup moins qu'avant. Et de nouveau, parce que je sais que les choses dépendent moins de moi, que j'ai réussi à organiser ce collectif dont je suis pas censé parler, Non, tu peux en mais parler. qui permet effectivement que je puisse prendre du temps, comme par exemple venir répondre à tes questions en pleine journée de travail. Très C'est un apprécié. choix qui n'est pas forcément évident, puisque des fois on a beaucoup à perdre d'un interview. On peut dire une bêtise Bien et que sûr. ça se retourne contre soi et que la personne soit tellement contente qu'on ait dit cette bêtise parce qu'elle va Je permettre de te faire du promets que c'est buzz. pas l'idée ici Non, en mais tout c'est cas. un Mais exemple, bien sûr, intéressant. t'as raison de le dire. Finalement, on prend des risques à répondre sur soi-même. Mm. Euh, et alors, je dois dire que toi, tu es très confiante parce que tu m'as adressé hier les questions Mm. et il y a un nombre de questions invraisemblable. C'est effectivement impressionnant J'ai comment des tu as idées. préparé Mm. ton interview, mais sache que je suis très bavard. Mais Donc, moi aussi, tu as donc ça va très être... peu de chances de les placer toutes. Ah bah t'inquiète pas, je parle vite, je suis italienne, Ouais. on va être très efficace Emmanuel. Ouais. Mais je rebondis juste sur évidemment il va y avoir des questions que j'avais pas prévues qui arrivent, mais c'est quoi ton scénario? Parce que tu as beaucoup d'imagination, et c'est quoi le scénario catastrophe que tu imagines quand tu imagines que tout s'arrête? Qu'est-ce qui se passerait dans ce scénario apocalyptique? Bah, d'abord, ça peut être un accident, un accident qui... Moi, par exemple, en 2000, j'ai eu un accident de moto et j'ai eu 6 opérations à la jambe. Et donc, je me suis rapproché de la galerie en étant dans un hôpital juste à côté. Ça a été fondateur de ma capacité à déléguer, mais aussi à l'idée qu'effectivement, certaines choses pourraient s'effondrer si les choses dépendent entièrement de moi. Et donc, c'est pour ça que j'ai très à cœur que ça ne dépende pas de moi. Ok. Encore une fois, l'orgueil, normalement, Ouais, c'est étonnant. pousse à ce qu'on souhaite que ça dépende de toi, de soi. Donc, il faudrait quand même des concours de circonstances dont un certain nombre d'éléments sont réunis actuellement. L'instabilité politique qu'on vit, les difficultés, l'ensemble des doutes que peuvent avoir nos clients sur la situation. Est-ce qu'on est avant une grosse crise? Est-ce qu'on est dans une crise qui est en train de se résorber? Bon, Dieu merci, je ne dépends pas que des collectionneurs français qui, eux, se prennent tous les jours de très mauvaises nouvelles parce que nos politiques semblent ne penser qu'à une chose, c'est à être élus en 2027, mais sont prêts à mettre la France à plat pour y arriver. Et si tu devais schématiser, parce que j'aime bien l'idée qu'il y ait des gens de l'industrie, moi j'ai plein de copains dans l'industrie qui vont nous écouter et des gens qui n'y connaissent rien, si tu devais le schématiser concrètement, qu'est-ce qui se passe, comment la crise affecte directement le monde de l'art, si tu devais le raconter à un enfant de 10 ans qui... Acheter des œuvres d'art, ce n'est pas de l'ordre d'acheter de l'eau ou de la nourriture pour se nourrir. C'est pas de l'ordre d'emmener ses enfants en vacances ou d'emmener ses enfants au restaurant. C'est évidemment, on pourrait dire, si on n'est pas passionné d'art, que c'est du superflu. Si on est passionné d'art, on pense que c'est vital. Bien sûr. Et d'ailleurs, cette crise qui a démarré en 2023, qui nous a affectés surtout à partir de 2025, mais elle nous a quand même un peu affectés en 23 et 24. Et en 25 mois? Non, beaucoup plus, malheureusement. Ah, d'accord, je comprends. Enfin, en tout cas, ça a été très violent le Ok. début de 2025. Cette crise, elle a un effet, évidemment, un seul élément est excitant. J'avais oublié ce que je voulais dire. Une seule chose est excitante dans ce qu'on peut ressentir maintenant, c'est que finalement, les 3/4 de nos collectionneurs sont bien là pour de bonnes raisons. Ils sont là pour acheter des œuvres par passion et non pas par spéculation. Parce qu'il était devenu un peu une habitude de certains commentateurs externes qui ne s'intéressent pas à notre domaine de résumer notre activité à de la spéculation et du blanchiment d'argent, ce qui est extrêmement injuste, puisque, encore une fois, les spéculateurs, s'ils étaient tous partis, pourquoi on arrive à faire les chiffres qu'on continue à faire? Et ensuite, le blanchiment d'argent, je pense qu'il n'y en a jamais eu si peu dans le milieu de l'art. On n'a jamais été autant contrôlé, que ce soit par Tracfin, que ce soit par les banques qui ne veulent pas perdre leur accréditation. Et c'est normal et c'est très bien. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on n'en a jamais autant parlé.
pour des raisons évidemment anti-riches, encore une fois, on veut résumer des choses comme ça de cette façon. Et, et pourtant, on n'en a jamais autant parlé. Donc, ce paradoxe est colossal parce qu'on est la première génération de galeries qui, effectivement, doit faire sans ça. J'ai envie de dire malheureusement, évidemment. Alors que d'autres galeries, et souvent des galeries suisses, ont bénéficié de choses extrêmes dans d'autres périodes. Et par contre, on n'en parle jamais vis-à-vis d'eux. Voilà. Mais tu es confiant quand même pour les 5 prochaines années ou là tu es... Non, mais bien sûr, je pense qu'on a encore une fois un domaine qui est passionnant, qui se renouvelle régulièrement. Encore une fois, si tu compares à faire le tour du tournoi de polo à travers le monde, on embrasse nos amis qui aiment le polo, mais c'est vrai que... Certes, tu t'es invité à des soirées et tout ça, c'est peut-être marrant, mais quand tu es devant le match, pas non plus... Pour avoir pratiqué à Cambridge la culture du polo, j'ai pas adoré, mais je les embrasse. Tu peux adorer, mais je vois bien que ça se renouvelle pas énormément. Enfin, je suis tombé là-dessus, ça pourrait être là-dessus. Bien sûr. Les sujets qui sont abordés par les artistes se renouvellent régulièrement. Bien sûr que plus les années passent, plus on est blasé et on a tendance à s'en ressentir qu'on a déjà tout vu. Mais concrètement, il y a quand même un renouvellement à la fois esthétique et à la fois dans les sujets abordés. N'oubliez pas, c'est quelque chose de très banal à rappeler, mais Joseph Beuys, grand artiste allemand, le Andy Warhol allemand, a été le fondateur du Parti des Verts en Allemagne. Et évidemment, c'est une idée qui a eu une importance. Et il y a plein d'autres choses qui sont issues du milieu de l'art et dont il est bon de sentir que la fréquentation de notre milieu ne nous amène pas que à des jolis cocktails et d'acheter des œuvres à mettre sur ses murs, mais nous amène dans le monde des idées, dans le monde de la réflexion, et que ça infuse dans tous les autres domaines avec plus ou moins de rapidité. Évidemment, depuis Internet, les choses vont extrêmement vite, alors qu'avant, ça prenait des décennies pour passer dans les autres domaines d'activité. Et t'aimes ce rythme-là ou trop vite? Est-ce que toi, ça te va, cette temporalité Écoutez, de toute façon, je vis dans mon temps, donc je suis obligé de m'adapter. Ça sert à rien de se plaindre. C'est sûr, quand on lit la biographie de Léo Castelli, qui est considéré comme un des plus grands marchands du XXe siècle, on se dit qu'il avait le temps de réfléchir. Il prenait le bateau pour venir en Europe, il prenait le bateau pour revenir aux États-Unis. La vision pouvait être précisée sur le bateau, quoi. Il a ouvert sa galerie à 50 ans. Donc oui, il a pris son temps. Après, formidable. Mais c'est vrai, quand on nous compare notre génération et la sienne, c'est sûr qu'on donne l'impression d'avoir un appétit d'ogre, de faire autant de foires, autant d'expositions, autant d'artistes, autant. Enfin, et en même temps, ben oui, depuis Internet, on touche le monde entier avec simplement son téléphone. Donc, moi, j'ai commencé avant ça, et il fallait montrer les artistes sur des diapositives dans une pochette en plastique, et donc et ça coûtait très cher de les multiplier. Si on les envoyait par la poste, on devait nous les retourner. Je plaçais une enveloppe timbrée pour qu'on me les retourne, qui est déjà adressée pour qu'on ait une chance que la personne prenne le temps de la mettre dans une boîte aux lettres. C'est pour ça que, aussi par rapport à l'idée de la confiance en soi, c'est vrai que l'avoir ouvert une galerie au moment où je l'ai ouvert, c'était évidemment pas facile du tout. J'avais pas de réseaux familiaux, j'avais pas d'argent. Je n'ai eu que les réseaux que je me suis formé à travers la galerie dans laquelle j'étais assistant de 17 ans à 21 ans. Et il y avait évidemment beaucoup plus de chances de me casser la gueule que d'avoir une galerie qui s'est développée comme elle s'est développée. Et pourtant, il n'y avait pas plus de place pour des destins comme le tien. Tu penses qu'aujourd'hui, un mec comme toi, avec ta fougue, ton sens du travail et tout, il a ses chances? S'il y a quelqu'un qui nous écoute dont c'est le rêve, tu lui dis toujours de foncer. Beaucoup plus, ok. Il a beaucoup plus ses chances parce que les outils, avec un simple téléphone, alors encore mieux avec un ordinateur parce que c'est quand même plus pratique, il a accès au monde entier. Et ça, nous, on ne l'avait pas. Il fallait faire preuve vraiment de créativité, entre guillemets, il fallait être très patient, il fallait être très travailleur
pour avoir une chance là. Et vous avez des gens qui font des buzz sur un ou deux trucs et qui peuvent tout d'un coup toucher le monde entier en très peu de temps. Bien sûr que il faudra toujours être extrêmement créatif et extrêmement travailleur, mais on a des outils, quel que soit le domaine dans lequel on est, qui sont plus ou moins gratuits et qui vous donnent accès au monde entier. Ok. C'est incomparable, incomparable. Rien que dans notre domaine, l'éclosion d'Instagram a tout changé. Instagram permet à énormément de gens de se faire connaître très facilement. Mais évidemment, il faut être. Mais si tu avais 17 ans Il aujourd'hui. faut avoir des bonnes idées. Oui, ça, oui, c'est ça. Mais si c'est ça qui vous empêche de briller, et ben c'est normal. Évidemment que vous ne pouvez pas espérer juste participer à des vernissages, aller dans Et les un foires à rap, ouais. Miami, à Hong Kong et tout ça, avoir entre guillemets la vie euh, qui semble être une vie de paillettes vue de l'extérieur, mais sans faire un travail de mineur de fond Oui, attends, c'est le quelque reste chose. du temps. Mais toi, même si Nous, évidemment c'est tu as très peu de temps dans notre quotidien de les paillettes. Et les mondanités, ouais. Voilà. Mais toi, même si évidemment que le travail, on sait, tu l'as beaucoup raconté, tu l'as fourni, mais il y a eu des rencontres quand même marquantes. Je sais pas si tu J'ai parles de bénéficié de beaucoup de chance, bien sûr. Et tu penses que c'est surtout à ce niveau-là, tu penses que des rencontres comme ça, tiens, les clés de ma galerie, hop, tu fermes la galerie aujourd'hui, des rencontres comme tu as fait la nuit à New York. Toi, tu as bien étudié ton dossier, mais là, je parce pense que les gens ont Ok, pas bah alors vas-y, comprendre. parce que c'est vrai que j'ai peur de te faire toujours Non, mais répéter la parce même que chose. Quand j'avais 17 ans, je suis allé dans un vernissage d'une galerie et j'ai découvert que les galeries à cette époque-là ouvraient à 14 heures et donc ça me permettait d'avoir un travail au lieu d'un travail fixe qui articulait mes journées au lieu de faire plein de petites choses. Alors, je faisais toujours plein de choses en parallèle, mais au moins j'avais un lien. Et une semaine après, j'ai obtenu un travail chez un garçon qui s'appelait Charles Cartwright, qui s'appelle toujours Charles Cartwright, et qui avait un très bon œil, qui avait un très très bon choix d'artiste. Et ce garçon a accepté de me faire travailler alors que j'avais 17 ans. Au départ, c'était pour ses études, parce qu'il faisait Sciences Po en parallèle. Et un jour où je ramenais une recherche que j'avais fait pour lui, j'ai été accueilli par la directrice de l'époque qui me dit « Ah, c'est toi, Emmanuel ? C'est formidable. Écoute, je dois partir là, donc voici les clés de la galerie, voici le code de l'alarme, et tu reviens demain matin me rendre les clés. » Ça n'arriverait Donc, plus. évidemment, j'y connaissais rien du tout. Et voilà. Alors après, honnêtement, dans une galerie à l'époque, il n'y avait pas comment dirais-je, un passage de un dingue. passage énorme. Elle prenait pas un risque énorme. J'avais plus qu'à répondre, non, ben revenez demain ou machin. Il faut prendre des notes de qui était venu. Mais quand même, je me suis retrouvé tout seul. Et c'est elle qui a persuadé mon employeur de m'engager pour la galerie. Et puis voilà, de fil en aiguille. Alors là, pour le coup, par rapport à ton sujet, la confiance que j'ai eue à l'âge que j'avais, je ne comprends toujours pas ce qui m'a animé. Mais c'est ça que je veux qu'on comprenne. En fait, j'avais d'abord pas tout à fait le choix. C'est peut-être pour ça qu'il me restait qu'une chose, c'est la confiance. Dans le sens où j'avais une famille qui était de classe moyenne, habitant en banlieue ouest dorée, bien entendu, mais quand même, j'avais pas de contact. Il fallait que je fasse quelque chose. J'avais pas de diplôme. Et donc, je me suis vraiment réfugié dans le travail. J'ai fait plein de petits boulots parallèles. Et pour cette galerie, j'ai fait ce que souvent, à mon avis, les stagiaires ou les assistants ne comprennent pas vraiment. C'est que j'ai offert beaucoup plus de travail que ce qui m'était demandé. Ce qui m'a permis, évidemment, de rapidement franchir les étapes. C'est-à-dire qu'à 17 ans, je suis assistant de cette jeune femme. Et à 18 ans, elle est virée. Je me retrouve directeur de la galerie. Et là, on engage une femme formidable, qui s'appelait Patricia Cuny, et enfin, qui s'appelle toujours Patricia Cuny. Tous ces gens s'appellent encore. C'est toujours le passé, mais bon. Et elle a été vraiment formidable pour moi, parce qu'elle a accepté d'être co-directrice avec moi, alors qu'elle avait beaucoup plus d'expérience, évidemment. Et elle m'a beaucoup tout appris. Et j'ai réussi à comment dirais-je, à imposer auprès des artistes de la galerie, auprès des interlocuteurs, le fait que j'étais l'interlocuteur naturel, parce que mon employeur était très timide, et il était très beau, il avait un problème de vue, il ne mettait pas ses lunettes par coquetterie, et du coup, quand les gens rentraient, il n'allait pas vers eux. Il était déphasé. Voilà, et j'ai eu la chance de, moi, aller vers eux, et donc de me constituer un réseau. T'étais pas timide, toi? Non, je ne sais pas pourquoi. Tu n'as pas des souvenirs enfant, je sais pas, sur des estrades, à des spectacles? T'étais jamais un grand timide?
Avec les filles petites dans la cour de récré, t'as jamais eu ça? Les filles petits, oui, ça Ah, certainement. bon, ça me rassure. Mais ça s'est résorbé plus tard. Et non, T'étais charismatique? j'ai envie de dire, j'étais inconscient. Ok, c'est non, J'étais mais peut-être un peu inconscient c'est-à-dire que j'avais le nez dans le guidon, donc je faisais les choses. J'avais pas trop le choix. Ça arrangeait tout le monde que je fasse beaucoup, beaucoup de choses. J'ai appris aussi par les erreurs que faisait mon employeur. Euh, mais je lui suis extrêmement reconnaissant parce que véritablement, j'ai été dans un bon contexte avec des bons Ouais. artistes. Et, euh, et c'était un coup de chance incroyable de tomber dans une bonne galerie directement. Tu dirais que t'as eu de la chance, Ah que bah, t'as su en... Oui, de toute façon, oui, j'ai eu beaucoup de chance à plein d'occasions dans ma vie, oui. ok. Mais à cet âge-là, à 20 ans, quand t'es dans cette galerie, t'es guidé par quoi? C'est l'argent, la célébrité que tu cherches, tu veux que tes Non, parents soient fiers, tu veux impressionner les non, copains, c'est quoi le... non, on n'avait aucune raison d'espérer ça à l'époque. Ok, Fin des années 80. En plus, quand je vais ouvrir ma galerie à 21 ans, là, c'est vraiment la pire crise qu'a connue le ouais, marché de l'art. Ce qu'on vendait à 100, on n'était plus capable de le vendre à 10. Là, ok. on est très très loin de ça en ce moment. On parle tous de crise parce que c'est extrêmement difficile, parce que le milieu de l'art aussi nous a demandé tellement d'investir beaucoup d'argent que d'ailleurs, c'est amusant parce qu'il y a eu un petit moment au début de 2025 Mhm. où il y avait un certain nombre de commentateurs ou de journalistes qui finissaient par se demander si le 50-50 était suffisant pour pouvoir assurer la gestion de la galerie vis-à-vis des Parce artistes. que le galeriste prend 50% pour Ouais. ceux qui ne savent pas, qui nous écoutent. Exactement. Alors qu'au moment des NFT, et là, Mm. on était sur un petit nuage, J'imagine. et les NFT, ça a été formidable pour nous parce que ça a été une telle caricature de spéculation pure Mm. que nous, on donnait l'impression d'être des enfants de cœur. Mais les journalistes qui tombaient dans plein de panneaux pensaient que l'intermédiation des NFT Mm. chargeait beaucoup moins d'argent que nous, alors qu'ils n'ont vraiment pas étudié leur sujet. Mm. Quand tu empilais les producteurs, les distributeurs, les ceci, les C'était plus cela, du tout. finalement, Ouais. la plupart de ceux qui avaient bien sûr, tu peux avoir un NFT qui n'a aucun intérêt, que personne ne voit et qui a très peu d'intermédiation parce que tu as ta propre plateforme en ligne, mais ça ne te coûte que de l'argent, ça ne te rapporte rien. Mais ceux qui rapportaient, il y avait énormément d'intermédiation. Et il était de bon ton de dire à l'époque que les galeries, c'était terrible, on prenait beaucoup trop. D'ailleurs, de ce point de vue-là, l'un des artistes qui m'a, entre guillemets, a le plus changé d'avis sur notre profession, c'est Takashi Murakami quand il a ouvert sa propre galerie. On en rigolait encore la semaine dernière. Comment tu C'était l'expliques un ça? changement parce qu'il a découvert l'ensemble des problèmes auxquels on est confronté et l'ensemble des frais cachés, des frais qui s'accumulent et qui génèrent le fait qu'il y a un certain nombre d'expositions qui rapportent beaucoup d'argent et beaucoup qui ne rapportent pas et qui pèsent sur la structure. Et que Et pourquoi c'est ce pas choix? facile. Il te l'a expliqué Ah non, lui, il est très content parce que le marché de l'art japonais avait se porter, se portait assez mal à cause de cette fameuse crise des années 90 qui avait un peu refroidi tous les Japonais de collectionner de l'art. Et, euh, et donc, il a voulu faire cette expérience et il le fait très bien. D'ailleurs, il avait un stand dans Asia Now Ah, ok. pendant la semaine. Mais il est évident qu'il a découvert que ce n'était pas si simple. Ouais. Parce que de nouveau, ce calcul, on dit 50-50. Oui. Mais 50-50 sur quoi? Les artistes, quand il y a de la production dans leurs œuvres, c'est déduit avant ces 50-50, alors que nous, tous nos frais de présentation ne sont pas déduits. Tous les frais de transport, les frais de mise en Ça, scène c'est de sur l'exposition, votre c'est poche sur à nous. vous. Tous les frais de foire, les frais de... Bon, alors on peut dire c'est normal. Évidemment, c'est normal. Et que si on se débrouille bien, on peut quand même générer de l'argent. Mais malheureusement, c'est vrai que ça reste un métier héroïque pour tout le monde, parce que il y a très peu de chances que ça marche, en fait. Dans le sens où quand vous avez un artiste qui commence à marcher, il y a de grandes chances que quelqu'un vous le prenne, parce que, parce que tout d'un coup, ça devient intéressant de l'avoir. Et Ça vous arrive très peu, mais ça peut alors toujours moi, ça arriver. m'est arrivé peu, mais malheureusement, c'est le chemin habituel. Et ça peut ça peut commencer à m'arriver. Il peut y avoir encore une fois une cascade Ouais. de soucis qui génèrent
une défiance. Il faut être sur ses gardes. L'excès de confiance, je veux dire... C'est intéressant. Là, ce serait de l'excès de confiance que de ne pas y penser régulièrement. C'est quelque chose... Donc, et pour ça, je donnais une conférence au BIG de la BPI et je disais une chose, je disais que le mensonge, c'est comme la cocaïne. Ça... alors, je sais plus comment je disais ça d'ailleurs. Ça sonne bien, mais j'ai hâte que le mensonge, tu développes. c'est comme la cocaïne. Je préfère le mensonge. Ça fait un raccourci formidable, mais à long terme, ça ne va que à la catastrophe. Ouais. Mais c'est vrai que la cocaïne donne beaucoup de confiance à des gens qui souvent ont un espèce de moment comme ça euphorique extraordinaire. Ils attirent l'intérêt de tout le monde. Ils ont une aura. Ils font du réseau avec des gens qui prennent aussi de la cocaïne, et c'est un réseau puissant. Mais sur le long terme, la plupart, je dis pas, il y a évidemment des gens qui ont réussi à savoir dompter cette future difficulté, mais il y en a très peu qui arrivent à le manager. Et dans la plupart, ça mène à la catastrophe. Bien sûr. Donc l'excès de confiance, c'est pas... Voilà, je suis content d'être toujours un peu inquiet. Donc, tu dirais que tu doutes, quand tu es à ton bureau, à la galerie, etc., tu as encore des moments de doute où tu acceptes qu'on te fasse changer d'avis. T'es pas orgueilleux, t'es pas dans un rôle de chef toujours où tu as le dernier mot. C'est une démocratie chez Perrotin. Non, c'est même peut-être devenu... peut-être qu'à un moment donné, c'était trop... j'étais trop dans la... Debate Club. Ouais, mais... Non, je pense on a trouvé quand même un bon système. C'est évidemment pas parfait. Je pense que, évidemment, certains préféreraient avoir un dictateur à la tête de la galerie parce qu'ils auraient moins à décider. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est rassurant pour un dictateur. Plus on partage les choix, plus les autres doivent s'impliquer. Et qu'il y a certains dont, honnêtement, la nature n'est pas de participer à la décision. C'est-à-dire qu'ils en veulent entre guillemets l'aura, ils en veulent le plaisir qu'on leur demande leur avis, mais il y en a un certain nombre qui sont entre guillemets un peu effrayés par ça. Mais bon, au moins ils ont pu le faire. Et puis il y a des moments où malheureusement on ne peut pas systématiquement le faire pour des fois des raisons de confidentialité. Voilà. Il y a un projet qui nous anime actuellement qui va être ou annoncé aujourd'hui ou demain. Enfin, en tout cas pas pour notre partie, mais pour la partie de. J'ai hâte de savoir. Et ça fait 2-3 semaines qu'on discute des potentiels backlash que pourrait générer cette histoire. Et on est là, alors il faut que j'en parle avec peu de gens parce que c'est extrêmement confidentiel tout de suite, ça ferait une traînée de poudre effrayante. Mais c'est vrai que voilà, ça t'amuse ça? Il y a des moments où on se dit, mais pourquoi tout ce monde s'inquiète du backlash possible de cette histoire? Et nous on n'arrive pas à comprendre. Mais peut-être que ces gens avaient raison et qu'on aurait eu tort. Vous avez le luxe de vous en foutre, peut-être. Ah non, je peux pas m'en foutre. Tu peux jamais t'en foutre, genre non. Mais backlash en termes de critique ou en termes de, on pourrait vraiment te reprocher des choses concrètes par rapport Non, parce que de nos jours, tu sais bien, je veux pas en dire trop par rapport à cette affaire, mais tu sais bien que de nos jours, un certain nombre de personnes ne cherchent pas à distinguer quoi que ce soit. S'ils sont décidés... là, c'est une affaire qui se passe aux États-Unis. Et s'ils sont décidés à trouver que c'est scandaleux qu'on ait participé à ça, alors que honnêtement, on n'arrive pas à comprendre. On a pris une agence et tout ça pour essayer. Et pour se baquer. Et mais si ça se trouve, ce sera plus fort que ce désir de vouloir faire un scandale. Peut l'emporter. Elle l'emporte souvent en ce moment, malheureusement. Mais mais il ne faut pas non plus s'interdire de faire des choses. C'est ma question. Parce que, honnêtement, ce projet dont je ne peux pas parler, c'est frustrant. Ça nous paraît surréaliste que ça pourrait générer quelque chose. Et voilà. Mais peut-être qu'il ne se passera rien. Mais je crois que c'est drôle pour toi. Ce qui est drôle dans ces cas-là, je vais c'est suivre combien de fois on est inquiet de certaines choses et tout ça, et il se passe rien. Et dans d'autres cas, on espère un peu d'intérêt, et on essaye, et puis ça devient la banane de Catalan. C'est drôle. Un phénomène mondial,
Mais inattendu, hein, soyons clairs, on n'avait pas de pouvoir d'obtenir ça. Ça s'est fait parce que ça s'est fait, mais mais c'est quelque chose qui peut vraiment t'affecter émotionnellement, des moments où, je sais pas, tu lis un papier terrible sur toi, des reproches qu'on pouvait te faire à une époque, j'ai l'impression que ça s'est calmé, mais est-ce que ça te vexe comme un pouls, ça te rend non, mais triste? ces reproches, tu les as lus parce que je les ai communiqués. Ok, En fait, ils n'étaient pas écrits. ok. Quand tu parles de cette programmation, entre guillemets, éclectique, Ça, t'aimes pas qu'on dise moi ça? j'ai défendu. Ah, mais pas du tout, Ok. puisque je suis d'accord, T'es c'est mon d'accord. choix. Je veux dire, musicalement, j'ai un choix très éclectique et c'est normal. Il n'y a rien de grave à aimer à la fois la musique classique, Ah ben, l'opéra, la pop c'est musique, rassurant. la musique électronique. Enfin, Ouais. je veux dire, ce serait quoi mon problème majeur à travers ça? Et pourquoi l'art contemporain pourrait pas être comme la musique ou comme le cinéma? Tu faisais la D'autres comparaison domaines. entre Universal dans le monde de la musique et Perrotin un peu. Oui, à l'époque, ouais. T'es toujours Et, d'accord avec ça? bah, oui, ou MK2. Ouais, ou MK2, c'est vrai. Qui peut-être est plus côté, Ouais. entre guillemets, bien pensant, mais qui quand même Se met permet des Mission Barbies, Impossible. Voilà, bien bon. sûr. Et donc, évidemment, tout est une question de proportion. Et l'autre difficulté, c'est que les artistes un peu pop, les artistes au sujet coloré et qui peuvent, à première vue, ne paraître que ludiques, parce que certains ont beau être comme ça, il y a des sujets plus graves derrière. Évidemment, ils attirent tellement l'œil, c'est tellement visuellement fort et que pour un artiste comme lui, il en faut 5 conceptuels pour compenser. Ah Quoi. ouais. Et c'est pas possible. Parce que. Et donc. Mais là où je reprends confiance, J'adore, si tu restes j'avais sur la trame. si j'avais des doutes à une époque par ces gens qui voulaient effectivement minimiser l'intérêt de ma programmation sous prétexte qu'elle était très variée, ce qui encore une fois, à mon sens, est ridicule, mais le milieu de l'art est tellement snob, et mais il l'est moins qu'avant. Il Et l'est donc, moins comme qu'avant? il l'est moins qu'avant, beaucoup de galeries, ou parce que c'est la deuxième génération qui est en train de prendre le dessus, ou des fois la troisième d'ailleurs, tout à coup les programmations évoluent. Le fait d'ouvrir des galeries à l'étranger effraie moins. Et il y a tout un tas de pratiques qui paraissaient, entre guillemets, particulières à moi, qui est devenu un peu un standard. Donc si tu vas dans une foire d'art contemporain, tu verras que beaucoup de galeries qui étaient tellement fières de leur programmation extrêmement pointue dans un domaine précis, Niche, dans une niche, et qu'avec que des artistes qui se répondaient mutuellement. D'ailleurs, des fois, c'était problématique parce qu'ils étaient tellement proches qu'on finissait par plus savoir qui faisait quoi. Mais bon, ces galeries-là ont ouvert leur programmation à plein d'autres choses. Et t'es fier, ça, de cette paternité que t'as un peu du concept? Moi, la différence, je l'ai fait sincèrement. Je l'ai fait pas par intérêt ou pour suivre la tendance. Le paradoxe, c'est que ceux qui se moquaient de certains artistes de ma galerie et qui maintenant n'ont plus le choix que de s'en ou passer. les ont pris ou les ont... Ouais. Bon, ça nous amuse un petit peu. Mais je suis certainement du même acabit pour des plus jeunes galeries qui pensent que on est en train de les suivre et ils auront certainement raison. Est-ce que tu repères un peu aujourd'hui dans l'industrie un peu un descendant, quelqu'un qui s'inscrit un peu dans une mode Perrotin, ou pour l'instant tu es encore fier d'être vraiment seul sur ton terrain à toi? Non, je pense que la différence entre la galerie Perrotin et d'autres galeries n'est pas si énorme que ça. Oui, il y a beaucoup de galeries qui sont mis à ouvrir des galeries à l'étranger avant d'avoir obtenu leur, entre guillemets, le succès. C'est un peu ça, la différence des galeries. Il faut savoir qu'au 19e siècle, à la fin du 19e siècle et début 20e, il y avait énormément de galeries avec des réseaux internationaux. Quand je dis énormément, il y en avait un certain nombre. Mais c'était un système relativement familial. C'est-à-dire que le cousin ouvrait en Allemagne, le frère en Angleterre. Mais ça existait. Et bizarrement, c'est après la Seconde Guerre mondiale que ça s'est arrêté. Les galeries n'avaient plus de réseaux internationaux. Et quand un certain nombre de galeries comme Larry Gagosian ont recommencé ça, ça a paru extraordinaire. Mais en fait, c'était dans l'ordre assez des naturel. choses. Ouais. Pourquoi notre domaine serait aussi, comment dirais-je, éloigné de ça? Et de nouveau, à l'heure d'Internet, les choses peuvent
dans une même galerie, on peut proposer un très grand nombre d'artistes, donc un grand nombre d'implantations, ce qui permet évidemment d'accélérer la reconnaissance de nos artistes, ce qui réduit la trace carbone, parce que une galerie multinationale pèse moins sur la trace carbone que le même nombre de galeries dans chacun de ces pays. C'est un bon argument. On n'a pas à produire un catalogue pour chacune de ces structures. On n'a pas à faire une fête pour chacune de ces structures. Les employés restent sur leur continent pour faire les foires locales. Ouais. Il y a un certain nombre d'éléments. Et évidemment, ça peut paraître moins intuitif, mais en fait... Non, je trouve ça... j'adore l'idée que Perrotin soit environnemental. J'aime bien ce... On y pense. Ouais. Je ne dis pas qu'on le soit parfaitement, mais on essaye de faire au mieux. Des fois, c'est pas facile de dire à une assistante de ne pas aller à la foire de Miami alors qu'elle a pris l'habitude d'y aller. Ouais. Et mais qu'elle n'est plus vraiment forcément nécessaire d'y aller. Et que là, ça devient plus de l'agrément qu'un aspect professionnel. Mais c'est pas facile et évidemment, il y a des choses où on aimerait que tout le monde y participe pour qu'on puisse avancer plus fortement dans cette direction. Après, moi, je suis d'une génération où on nous expliquait à l'époque que d'amener la culture partout dans le monde, c'était un enjeu très important. La nouvelle génération semble avoir complètement changé d'avis. Là, sous le prétexte de la trace carbone, il faudrait qu'on ne voyage plus. Sous le prétexte de tout un tas de considérations, ils s'imaginent que l'art contemporain, c'est quelque chose de riche, alors que finalement, il n'y a jamais eu autant de visiteurs dans nos galeries. Je voulais savoir si tu avais le chiffre. C'est ouvert le plus. Tu n'as pas le chiffre par... Alors, nous, on a en moyenne 450 personnes par jour à la galerie à Paris pour une expo d'artistes lambda. On est monté jusqu'à 900 quand visiteurs par jour. Quand c'est des expos un peu plus médiatisés. Donc, c'est la moyenne par jour. Donc, c'est énorme. Le samedi, il y a beaucoup plus. Et il y a un peu Parce que tu dis que tout est... J'avais lu que tu disais que tous tes confrères étaient dans des galeries qui n'étaient pas intimidantes. Mais moi, je parle à des gens qui ne rentrent pas dans des galeries que tu considères à tes confrères. Elles le sont moins qu'avant. Voilà, il n'y a plus de buzzer. Elles le sont moins qu'avant. Pour autant. Toi, on rentre vraiment, même si on... On rentre, mais on rentre aussi facilement grâce à Instagram. C'est-à-dire que le nombre de visiteurs indirects est incroyable. Enfin, on a moins de 800 000 followers sur Instagram. Mais c'est quand même un grand nombre pour une galerie. Hein. Ouais, bien sûr. Encore une fois... non, c'est beaucoup. Mais... Et j'ose espérer que ça puisse évoluer. C'est-à-dire que le profil de nos visiteurs est beaucoup plus varié que celui quand j'ai commencé ma carrière. C'est incomparable. Et de ce point de vue-là, on peut se dire que notre génération a fait faire un pas en avant à l'art contemporain. On a donné une voix à nos artistes qui n'existaient pas avant. On avait... les générations précédentes des galeries étaient fiers de parler un langage que les autres ne parlaient pas. Ils étaient fiers d'un entre-soi... comme si, évidemment, on ne pouvait pas comprendre ce qu'eux avaient compris. Et d'ailleurs, cette génération-là était déçue de voir arriver tout un tas de gens qui, finalement, ils étaient assez brillants et tout ça, et comprenaient assez rapidement. Et rentraient dans ce domaine, peut-être des fois pour de mauvaises raisons, le côté social, la vie sociale, mais qui y restaient pour de bonnes raisons, parce que finalement, ils étaient pris par la passion. Et de nouveau, cette crise nous prouve que ce sont essentiellement des gens passionnés qui nous achètent, parce que entre guillemets, le climat ne donne pas le sentiment que ce qu'ils vont acheter chez nous va valoir le double dans 6 mois. C'est dur d'y penser en ce moment. Donc, ils achètent bien avec sincérité. Mais donc, aujourd'hui, tu penses que n'importe qui, parce qu'il n'y a plus des œuvres de Damien Hirst à 500 € et toutes ces bonnes affaires de l'époque, mais on peut encore se constituer une petite collection avec des petits moyens intelligemment. Est-ce que tu aurais des conseils pour quelqu'un qui nous écouterait un bon plan en ce moment, ce que toi tu ferais, Emmanuel, à 20 ans, où tu irais chercher les petits... Alors, à 20 ans, je n'avais pas l'argent. Mais justement, qu'est-ce que tu aurais... Non, moi, je conseillerais d'abord de se passionner, de prendre le temps, de visiter les galeries, de prendre le plan qui s'appelle MAP, qui est une association de galeries à Paris qui vous permet de faire un tour, de visiter quartier par quartier, plein de galeries, de s'immerger, de former son œil,
de prendre le temps de lire des articles, de lire des communiqués de presse, des choses qui vous ont intéressé, de ne pas rester sur la première impression du truc qui vous plaît comme ça naturellement, et d'essayer de se confronter à comprendre pourquoi telle galerie, entre guillemets, Expose. connue, importante, reconnue, pourquoi elle présente une forme d'art qui vous irrite au départ, qui vous fait dire mais c'est quoi ce truc, mais pourquoi? Faut aller contre son œil, Voilà. en fait. Et essayer de comprendre. Cet effort-là, on ne le fait pas forcément dans tous les domaines, mais il est évident que dans la littérature, on voit bien qu'il y a des livres qui sont beaucoup plus durs à lire que d'autres, et ça ne viendrait à personne de remettre en question que Ulysse de Joyce ou À la recherche du temps perdu soit des navets, parce que il y a une certaine difficulté à l'appréhender. Qui justifie le côté c'est bien. Ouais. Et ça, malheureusement, le milieu de l'art subit ça. C'est-à-dire que les gens se permettent d'avoir une opinion immédiate sur des choses dont ils n'ont pas forcément pris le temps. C'est pas que l'art contemporain a besoin de règles du jeu ou de notices explicatives. Mais quand même, il y a des fois une rigueur, en tout cas, dans le visionnage. Une remise dans le contexte, de comprendre les intentions, d'essayer de voir ce qui peut se cacher derrière les apparences trompeuses. Mais c'est vrai qu'on ne se permettrait pas sur une couverture de dire non, attends, c'est un très bon exemple. Pages, le côté j'aurais pu. Moi, je supporte pas dans les musées quand tu entends des gens dire ah mais ça j'aurais pu le faire. Tu dirais jamais ça de. Et c'est ce qu'on disait de Christophe Colomb. Et tu sais comment il a répondu? Je ne me rappelle pas de sa réponse. Il a dit vous prenez un œuf, faites-le tenir tout seul sur la table. Et là, tout le monde se dit il n'y arrive pas et ça. Et puis il a pris l'œuf, il a fait un tout petit coup sec et l'œuf tenait tout seul. Bon, je ne sais pas si cette anecdote est historique ou réelle, mais moi je suis sûre qu'elle est vraie. Mais c'était quelque chose de très simple que n'importe qui pouvait faire, mais il fallait y penser. Donc c'est ça, en fait, quand les gens disent j'aurais pu le faire, il faut répondre fallait y penser, en fait. Non, mais il y a plein de choses que, encore une fois, l'art contemporain, c'est comme dans tous les autres domaines. Il y a plein de propositions qui sont inutiles, inesthétiques, et je suis pas en train de défendre tout l'art contemporain. Et c'est ça qui, malheureusement, souvent, il y a une espèce de raccourci comme ça qui est fait, comme si on voulait tout défendre. Non, il y a des œuvres qu'on aime, il y a des œuvres qu'on n'aime pas. Il y en a certaines où j'ai la modestie de penser que, ok, tu l'aimes pas, mais tu as pris vraiment du temps pour essayer de comprendre. Bon, il y en a d'autres où j'ai le sentiment quand même que j'ai pas besoin de faire d'efforts pour. Ah, ça t'arrive, ça, parfois, de te dire il n'y a aucune générosité dans ce qu'on propose. Mais je sais que je passe à côté de beaucoup de propositions depuis que je fais moins l'effort d'aller à la rencontre de propositions peut-être plus ambitieuses qui nécessitent un investissement personnel. Après, il y en a d'autres. Des fois, ça a été un peu la tarte à la crème, parce que certains conseillers de collectionneurs, certains galeristes, certains critiques d'art, eux, font un parcours inverse, c'est-à-dire qu'ils se disent « Oula, ça, c'est vraiment pas compréhensible, donc ça doit être très intelligent. » Ah oui, ça, c'est l'autre danger. C'est malheureux, voilà. Donc des fois, une proposition très pauvre plastiquement, mais on te tient un petit discours sensationnaliste, je sais pas, qui impressionne et tout ça, et tout d'un coup, il y a certaines personnes qui ont le sentiment d'être plus brillants que les autres, parce que donc je peux comprendre que ça énerve. Je peux comprendre que des fois ils ont raison, et des fois ils ont c'est juste. Et des fois, ça ressemble beaucoup à du snobisme. Mais il ne faut pas mettre tout dans le même panier. C'est, encore une fois, je suis prêt à critiquer certaines choses. Et puis, il y a quelque chose qui fait beaucoup de mal au marché de l'art par rapport aux autres domaines. Dans la musique, il faut être des millions et des millions de personnes pour faire la fortune d'un musicien. Il faut c'est pas le streaming, c'est pas le streaming qui leur rapporte tellement. Enfin, il faut vraiment là énormément pour que ça rapporte. C'est les concerts qui leur rapportent, et pour ça, il faut vraiment un engagement d'énormément de gens. Ce qui fait du tort à l'art contemporain, à son corps défendant, parce qu'on n'y est pour rien du tout, c'est que ce sont une poignée de personnes qui vont déterminer le destin d'un artiste, qui vont faire que les achats
de cet artiste vont permettre de rendre cet artiste beaucoup plus connu que les autres, beaucoup plus riche que les autres. Mais il y a un énorme avantage à ce système, c'est que ça rend notre secteur gratuit pour tous les autres. C'est-à-dire que finalement, un certain nombre de collectionneurs se dévouent, achètent des œuvres par passion, ont ce plaisir de posséder, et pas forcément tous les murs pour les mettre, mais en faisant cela, souvent ils vont d'abord aider les musées à constituer des collections, parce qu'il y a en France, 90% je dis au hasard le chiffre, mais des collections sont formées par des donations, de tout niveau. Et on oublie, donc voilà, on a tendance à reprocher à ces collectionneurs de dépenser des fortunes, alors qu'en fait, même quand il y a de ces anomalies de marché de certains artistes dont les prix paraissent totalement invraisemblables, mais ils sont très importants, ces artistes. Parce qu'à chaque marche d'une pyramide qu'on monte, c'est la base qui augmente. La largeur de la base augmente. Et ce qui permet à beaucoup, beaucoup plus d'artistes de vivre de leur travail. Quand j'ai commencé, les jeunes artistes étaient obligés il y avait très peu d'artistes qui vivaient de leur travail. Ils étaient tous obligés d'être ou profs d'école des beaux-arts ou travailler. Tous tes artistes vivent de leur art chez Perrotin? Ils en vivent plus ou moins bien, mais ils n'ont pas d'exemple actuel d'un art. Ou alors il le fait par choix, mais j'ai malheureusement quelques artistes dont ça doit être très difficile. Et parce que leur pratique, par exemple, ils font des vidéos, ils font des choses comme ça, c'est pas facile. Il y en a certains pour qui c'est pas facile. Après, j'ai quand même une très bonne moyenne. Et d'ailleurs, ce qui fait le succès d'une galerie, c'est si on arrive à faire vivre tous ces artistes. Forcément que la galerie en vit plus confortablement. Mais donc voilà, on a tendance à tirer à boulet rouge sur les anomalies, mais les anomalies permettent vraiment de créer un écosystème beaucoup plus large, et chaque étape justifiant le prix des autres. C'est-à-dire que mes artistes à 200 000, 300 000 sont totalement légitimés par ceux qui sont à 1 million. Et donc, il faut... Et ceux de 200 000 font quoi pour les 1 million? Je pense que la nouvelle génération doit quand même prendre du temps à réfléchir au lieu de jeter avec l'eau du bain tout sans distinction, pensant que tout est n'importe quoi, que tout est... À un moment donné, c'est un peu comme partout. Ils doivent avoir des passions et on ne comprend pas leurs passions. Et ils trouvent ça incroyable qu'on ne comprenne pas leurs passions. Et pourtant, ils sont capables d'aller attirer sur d'autres pratiques sans y avoir réfléchi plus de 5 secondes. C'est juste dommage. Et c'est vrai que peut-être que aussi la grosse différence, c'est qu'on donne la parole à tout le monde. Nous, à notre époque, malheureusement, il n'y avait pas ces réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça, donc très peu de gens avaient la parole. Mais on avait aussi assez difficilement la parole pour le défendre. Donc, au début de ma carrière, honnêtement, beaucoup de gens pensaient que ce qu'on faisait, c'était vraiment tout et n'importe quoi. Ça s'est nettement amélioré. On sent qu'il y a quand même beaucoup plus d'adhésion. Prise de conscience. Il y a beaucoup plus d'adhésion pour l'art contemporain et de compréhension. Mais il reste quand même des raccourcis faciles à faire. Et il suffit d'aller dans les commentaires d'articles du journal Le Monde. Les commentaires, c'est un monde parallèle. Moi, je pourrais y passer des nuits dans les commentaires. C'est extraordinaire, la méchanceté, la gratuité, la prétention et la confiance que ces gens ont pour donner leur avis sur tout. Justement, ils n'ont pas confiance en eux. C'est pour ça, je pense qu'ils sont tristes et méchants. Et c'est le sujet aujourd'hui. Et que toi, tu as eu le luxe. Et c'est ça qui me fascine de travailler. Et je ne comprends pas pourquoi il y a un Emmanuel à 17 ans qui se dit je vais pas être rageux des riches, je vais en devenir, je vais réaliser mes rêves. Et il y en a qui sont dans les commentaires de Allociné, des Beaux-Arts. J'arrive pas à comprendre, mais c'est ce que j'essaye de questionner. Qu'est-ce qui se fait? Ils y trouvent un énorme plaisir, un exutoire incroyable d'aller balancer des choses. Et on comprend effectivement qu'il y a énormément de personnes qui maintenant ont le sentiment que leur action sur le monde est d'aller critiquer ceux qui font des choses. C'est leur manière de rester au-dessus de la surface. Ouais. Et là, politiquement, cette idée d'aller attaquer les riches non-stop, comme s'ils parlaient de justice, de justice sociale ou de... Comment on appelle ça? De justice sur les impôts? Je ne saurais pas. D'impôts de... Bon.
c'est quand même incroyable. Il suffit de voyager, il suffit de se renseigner. Certains commentateurs le disent, mais c'est balayé du revers de la main de n'importe quel de ces politiques qui veut être élu. On paye le plus d'impôts en France dans tous les pays de l'OCDE. On a la meilleure répartition sociale, mais non. On veut nous faire culpabiliser. On veut faire culpabiliser toute une France. On parle de la France qui travaille comme s'il y avait des gens qui ne travaillaient pas dès qu'ils sont patrons. Il y a énormément de choses où ces gens ont pris énormément confiance pour dire d'énormes âneries. Ouais. Mais le problème, c'est que maintenant, ils sont représentés par des politiciens qui les reprennent, qui malheureusement ne se rendent pas compte du reste du monde. Et effectivement, on vit dans un paradis, mais malheureusement, ils n'en savent rien. Ils n'en savent rien. Il suffit effectivement de tout critiquer. Et à force d'attaquer tout le monde, ils risquent de se retrouver effectivement en enfer, parce que s'il y a démonstration du ruissellement, ils n'arrêtent pas de dire que ça n'existe pas. Là, je pense qu'ils sont en train de pousser un grand nombre de personnes à partir et risquer de montrer que le ruissellement, ça existait vraiment. Ça existait vraiment de façon colossale. C'est désespérant. Est-ce que tu es très inquiet pour les élections ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'habite beaucoup ? Non, on est dans le cœur du sujet déjà maintenant. Ils ont voté une loi pour ajouter les œuvres d'art dans comment on appelle ça, dans le calcul de l'ISF, enfin de leur nouvelle ISF. Est-ce que toi, tu te sens de prendre la parole dans beaucoup de médias Non. Tu veux pas le faire ? Là, je suis ravie que tu le fasses avec moi. J'espère que ça passera totalement inaperçu. Oui, c'est ça, j'ai bien compris. Mais tu veux pas le faire dans des endroits plus aperçus ? Mais on est totalement privé de parole. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On va me dire, moi qui travaille depuis l'âge de 16 ans, on va me dire que je me rends pas compte parce que je suis un riche. Mais oui, mais je l'ai pas toujours été. Et je connais la force du travail, je connais la force de la créativité, et qu'il y a énormément de gens dont leur seule créativité, c'est d'exiger que les autres partagent ce qu'ils ont fait. Ça va jusqu'à une certaine limite. Ouais. Et puis, vous savez, en 81, c'était la Suisse où il fallait aller habiter. C'est sérieux, c'est propre, c'est beau, mais c'est ennuyeux. Mais là, maintenant, c'est l'Italie. Et là, c'est tout le monde part en Italie. Et c'est plus compliqué. Bon, après, je suis italienne, donc attention, Emmanuel. L'Italie, c'est très attractif. C'est très attractif. Ah, j'ai cru que tu allais... Ok. Donc, moi, je comprends pas pourquoi tout le monde n'y va pas. À force d'insulter tout le monde et de faire croire de la justice fiscale. Voilà, c'est ça leur expression, la justice fiscale. Mais c'est... Comment on peut parler de justice fiscale quand on est déjà le pays qui avons le plus de rétribution C'est quand même extrêmement injuste pour le coup. Par contre, on peut parler de ce qu'ils font de cet argent. Et c'est ça qui est terrible. C'est là où on sent bien qu'effectivement, il y a une omerta totale sur le problème des dépenses. Parce que là, ils sont tous en train de serrer les fesses en se disant « Ouais, ben alors il vaut mieux qu'on parle de prendre plus d'argent que de discuter de la problématique de la manière dont on dépense cet argent. » Et ça, effectivement, tout un tas de gens très très sérieux qui ne sont pas, peu importe qu'ils soient de droite ou de gauche ou autre, considèrent qu'effectivement, il y a un énorme problème de ce point de vue-là, mais que si on en parle, on risque de ne pas être élu. Et donc, c'est finalement la dictature des gens qui veulent être élus aux dépens, de la vraie pédagogie qu'il faut faire. Et donc, c'est vrai qu'on flatte l'ego d'énormément de gens en leur disant que c'est de la faute de certains, c'est de la faute des élites, c'est de la faute de tout un tas de gens. Mais je suis désolé, mais c'est pas aussi simple que ça. Non, il y a énormément de lois, énormément de choix stratégiques faits depuis très très longtemps qui pèsent sur la nation, qui pèsent sur l'économie française, qui pèsent sur ceux qui prennent des risques, sur ceux qui... Parce que se lever à 6h du matin pour aller travailler, c'est très important, c'est très utile, mais ça fait pas non plus de cette personne le héros qui génère tous les bénéfices de cette entreprise. Ça n'est pas vrai de dire ça, c'est injuste pour ceux qui effectivement font la créativité. Mais tout le monde n'a pas le luxe de la créativité. Évidemment que je suis d'accord avec toi à plein d'égards, mais il y aurait peut-être un petit endroit en nous où il faudrait avoir de la compassion pour les gens qui n'ont pas ces ressources. Mais on en a énormément. Encore une fois, la France, c'est un paradis pour tous ces gens-là.
Je dis pas que ce sera jamais suffisant, surtout compte tenu de la gabegie administrative qu'on fait. Mais dans un pays où 20% des électeurs sont dans l'administration, il est évident qu'on a peu de chances que le pays soit réformé. Non, mais je suis ravie de recueillir ce coup de gueule nécessaire. Mais je sais pas si c'est Enfin, un coup de gueule. malheureusement, C'est c'est pas un coup de ce gueule, que pensent énormément Oui, de gens, mais qui c'est sont frustrant qu'ils ne le privés, disent pas dans les qui sont médias. privés de parole ou qui effectivement n'osent pas en parler parce qu'il y a que des coups à prendre. Je ne relayerai pas Je sens que ton podcast, tu vas pas le relayer. ce podcast. Sympa. Ou alors, il faudra que tu enlèves cette partie. Ah, mais non, mais tu vois, pourquoi Mais c'est exactement ça. Pourquoi tu pourrais pas assumer ce que tu viens de dire en vrai? Parce qu'on est Surtout parce que on peut. T'es pas né riche, donc s'il y a bien une personne retrouver. qui peut le dire, c'est toi dans le monde de l'art. Ah non, mais parce qu'on est interdit de dire ça. On est interdit de dire ça puisque ça va à l'encontre de l'intérêt de tout le monde. Je veux dire, l'âge de la retraite. Pourquoi on est le seul pays européen à être si bas et on veut encore rabaisser? Réponds à ta question, c'est pourquoi? C'est comment c'est possible? Mais dis-moi, comment les possible. médias, comment les politiciens n'arrivent pas à expliquer qu'effectivement il faut que ce soit en coordination avec l'espérance de vie et qu'on n'ait pas à en rediscuter tous les 10 ans et qu'il y ait un ratio qui fait que ça augmente. C'est quand même une bonne nouvelle que l'espérance de vie augmente. Mais voilà, on a fait des fausses promesses aux Français à coût de milliards de déficit pendant des décennies. Et là, on se réveille avec la gueule de bois, mais non, on a envie de se retorcher pour le lendemain, parce que de toute façon, l'idée, c'est, allez, c'est les autres qui devront faire face. Et voilà, je suis désolé de le dire, je me sens, je me suis personne peut-être pour dire ça, mais honnêtement, à chaque fois, on déplace le problème, on va parler de la pénibilité de certains métiers. Quand on sait que le pilote de TGV a de la pénibilité alors que ça fait très longtemps qu'il met plus de charbon dans sa locomotive, on se demande bien, quand le truc est aux 3/4 automatisé, pourquoi il y a de la pénibilité. Bon, je ne sais pas si ça a été réglé récemment ou non, peut-être que je dis une absurdité, parce que ça a peut-être été réglé. Mais comme généralement on n'arrive pas à régler, et que les syndicats se mettent en grève pour perpétuer des systèmes comme ça, au-delà de leur propre emploi, si on en est là malheureusement. Quand les gardiens du centre Pompidou font la grève, c'est pour qu'au retour, à la fin des travaux, se perpétue leur système qui leur permet de faire la grève et de tenir le musée. C'est effarant. Et tout ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas parce que, tu comprends, si on commence à toucher à ça, on va toucher aussi à ça, on va toucher à ça, ça va être terrible. Bon, et on est en slow motion jusqu'au drame qui va se passer. Mais non, mais il faudrait encore peut-être bloquer l'argent de ceux qui en ont encore pour pouvoir payer ceux qui... C'est incroyable. Enfin, je veux dire, si encore une fois la France n'était que le seul pays du monde, on pourrait en discuter. Mais la difficulté, c'est que entre guillemets, on fait partie d'un écosystème qui est la planète Terre. Donc la planète Terre, elle offre des options, elle offre des choix, et que je pense que les élites étaient très fiers du modèle social français. Mais on a trop abusé de tout. Et là, effectivement, c'est aller trop loin, et on risque de remettre en question des choses qui étaient formidables par égoïsme et manque de pédagogie. Alors on dit manque de pédagogie, le problème c'est que, encore une fois, c'est aussi parce que si effectivement un certain nombre de politiciens refusent les réalités et font croire à des choses à tout le monde, ceux qui essayent d'être réalistes ne paraissent pas très excitants, quoi. Mais ce qui est impressionnant, c'est la manière dont effectivement l'évidence est balayée du revers de la main pour continuer jusqu'au mur, d'aller se cracher jusqu'au mur. Ça paraît évident, mais voilà, c'est comme ça. On va nous parler des horribles élites qui voudraient museler les pauvres Français qui se lèvent à 6h du matin. Je pense que c'est pas si simple, et je pense que vraiment, on avait une société en France qui était très partageuse, très très ouverte, et que c'est quand même terrible d'aller
insulter tous ceux qui effectivement participent d'aller chercher à l'étranger aussi les revenus qui reviennent en France, et que bien entendu que ces personnes-là, au bout d'un moment, peuvent se lasser. C'est-à-dire qu'effectivement, on essaye de ne pas le prendre personnellement. Bah, c'est mon cas. Moi, j'ai fait des choix. J'ai payé mes impôts en France toute ma carrière, alors que j'avais des galeries à Hong Kong, j'avais une galerie à Dubaï. J'étais dans des endroits où j'aurais pu très facilement justifier le nombre de jours que j'habite, puisque je restais moins de la moitié de l'année en France par mes voyages habituels, quoi. Donc, si tu décides de faire tes vacances en Italie ou en Suisse au lieu de les faire dans les Alpes françaises ou au Cap Ferret, tu peux très facilement faire ça. C'est pas. L'as pas fait, ouais. Et on le fait pas, mais on se fait insulter. On se fait insulter toute l'année. Toute l'année. Et ça paraît agréable pour les gens. C'est un exutoire d'aller insulter tout le monde comme ça dans les radios, dans les plateaux télé, ça. Mais beaucoup de gens en souffrent. On peut rigoler de la souffrance des gens qui se sentent insultés non-stop, comme si effectivement ils n'avaient pas fait suffisamment. On ne fait jamais suffisamment. Mais bon, il faut peut-être quand même aller voir du côté des dépenses à quel point beaucoup de choses sont faites n'importe comment. Et c'est une évidence. Je veux dire, dès que tu te heurtes à tel ou tel problème, tu te dis, mais comment ils peuvent mettre autant d'années pour gérer tel truc, tel problème, là où on va dans certains pays et ils ont trouvé des solutions très pratiques qui risquaient de faire comment dirais-je, des emplois en moins. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'on s'est refusé à énormément de solutions pratiques, parce qu'il fallait pas faire des emplois en moins, surtout des lecteurs, de futurs électeurs. Voilà. Mais le problème, c'est que personne ne prend cette parole. Donc, j'entends tout ce que tu dis, mais sans des ambassadeurs de ta cause, tout le monde va bouder dans son coin. Je caricature, mais je sais que ça sert strictement à rien. Non. Ça tirerait peut-être que des ennuis. Non, mais voilà, mais mais t'as pas ce courage. On est dans un podcast qui parle de confiance en soi. T'as pas ce courage-là de. Je semble l'avoir là. Non, parce que en effet, tu l'aurais peut-être pas fait en direct sur TF1. Est-ce qu'il n'y a pas non. Je le ferais peut-être, mais j'aurais peut-être tort de le faire. Bah, J'ai tort de le faire ici aussi, puisque de nos jours, encore une fois, tu penses vraiment que t'as tort de. Mais parce que les gens qui effectivement sont dans la volonté de nuire permanente, eux, ils sont très attentifs à tout ça. Tu prends une phrase de ce que j'ai dit, que tu coupes à un endroit, et ça fait dire quelque chose de vraiment violent. Et si tu veux, je pense même plus que ce soit un truc de gauche ou de droite. Tout le monde est perdu là. Plus personne ne comprend ce que c'est la droite, la gauche, le machin. Là, tout d'un coup, c'est plutôt qui a le courage de faire face à la situation qui est la nôtre et qui veut juste être élu. Et une fois qu'ils seront élus, se retrouver en haut de l'Himalaya avec le vide devant eux en se disant « Ah oui, tiens, c'est vrai, oui, c'est vrai que c'est pas si simple, ou tout au moins, ça va durer combien de temps ? Ça va durer combien de temps leur initiative ? Encore une fois, on a quand même un exemple très clair avec Mitterrand, et ça a duré quoi, 1 an mais en plus, Mitterrand, c'était des années où le pays était riche. Là, tous ces violons qu'on nous fait, on nous prétend, je dis encore une fois, ils vont peut-être pouvoir obtenir leurs impôts pendant 1 an, mais combien vont partir ? Tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens. Entre les 2 tours des élections présidentielles, il y a tellement d'argent qui part dans le doute de qui va être élu. C'est une réalité concrète, colossale. Tu pourrais partir, toi, tu te vois un jour. C'est colossal. Tout le monde a peur qu'effectivement, avec cette manière de gérer le pays que souhaite un grand nombre de personnes en place politiquement mais on sait très bien que le pays serait banqueroute très très rapidement. Donc beaucoup de gens ont peur et envoient leur argent à l'étranger de peur qu'il soit saisi pour payer ces folies. C'est pas une... c'est malheureusement une On n'est pas réalité. confiant là quand on parle de ça en tout cas. Mais non, mais tu fais bien de le dire. T'es très fort parce que je voulais te parler du père que tu es, de
de plein de choses très perso, mais en soi, tu sais te protéger, je trouve, non? Tu trouves? Je trouve que Non, je parce prends que beaucoup de risques à raconter Non, tout ça. c'est vrai que peut-être on met la notion de risque Si à je pouvais différents endroits. rembobiner, Tu rembobinerais? Oh si je non! pouvais rembobiner, j'effacerais tout ce que je viens de dire. C'est quoi la chose la plus... Parce que j'y ai quoi à gagner? Je veux dire, L'honnêteté, c'est quand même une valeur qu'on j'aime, estime, moi, j'aime Emmanuel. beaucoup vivre dans ce pays. Ça se J'ai sent. fait tous les choix pour pouvoir vivre dans ce pays, proche de mes amis, proche de ma famille, proche bon, ma famille s'est réduite considérablement, mais il y a énormément de raisons qui me poussent à vouloir habiter en France. Mais il y en a quand même énormément qui nous poussent dehors. Qu'est-ce que tu adores aujourd'hui de la France? Non, mais Paris, c'est sublime. Enfin, la France est sublime. Il y a énormément. Moi, je suis pas française, donc je suis objective. Mais ce qui m'attire dans la France, ça n'est malheureusement pas le fruit du monde contemporain. Je veux dire, il y a énorme. Moi, je suis admiratif de la capacité des Français à survivre au milieu d'autant d'obstacles. C'est l'obstacle juridique, l'obstacle. Là, je viens de te raconter qu'on veut mettre les œuvres d'art dans le calcul de l'ISF. C'est une aberration totale. Tous les clients seront en infraction systématique. Comment tu veux faire un prix moyen d'un artiste dont les œuvres sont très différentes les unes des autres? Quand tu mets l'IFI, bien sûr que le marché immobilier a beaucoup plus de stabilité. Tu as un prix moyen au mètre carré qui est déterminé par les notaires. C'est très, très stable. Une collection. L'art, c'est pas possible. Ouais. Et comment veux-tu que les gens acceptent? Là, il y a dans une version la plus dure, les œuvres placées dans une holding seraient taxées à 20%. C'est-à-dire qu'en 5 ans, ils ont perdu leurs œuvres d'art, ou ils les repayent 2 fois, 3 fois, parce qu'on va leur taxer sur la valeur maintenant, même pas sur leur valeur d'achat. Et donc, on va quoi? En 5 ans, ils ont perdu leur œuvre, ou ils l'ont repayé 3 fois le prix pour pouvoir juste rester habité en France? Je veux dire, il y a besoin d'être vraiment un génie pour se dire que c'est juste de la punition et que c'est un truc qui, dans sa circonscription, va exciter les gens. Ah, bien fait pour eux. Ben, bien fait pour eux. Je pense que au bout d'un moment, on veut bien de souffrir, encaisser, accepter, mais à un moment donné, il y a des gens, ils vont partir, quoi. Il y en a déjà beaucoup qui sont partis. La ville de Milan a que 0,2% d'immobilier libre. Plus personne plus personne ne trouve là-bas. Bah oui, il y a une migration totale de l'Angleterre en Italie. Donc il y a d'autres villes qui commencent maintenant en Italie. Et Mélanie, elle a fait ce que certainement la France aurait dû faire, c'est-à-dire qu'au lieu de beaucoup taxer les riches, on aurait fait un forfait comme ça et attirer tous les riches. On aurait vu si le ruissellement, et entre nous soit dit, on peut toujours le faire, et à mon avis, les 3/4 viendraient à Paris. Parce que Paris est une ville formidable. Parce que la différence de l'Italie, il y a la centralisation, donc on a tout au même endroit. C'est un pouvoir énorme. Alors après, on va nous parler évidemment de gentrification, je comprends, mais il faut savoir ce qu'on veut. À un moment donné, on préfère faire fuir nos riches qui amènent l'argent qui permet de payer entre guillemets, ce modèle social que seul un certain nombre de Français pensent envier par le reste du monde, parce que ça n'est plus vrai du tout. Et entre nous, mais il faut les faire fuir et surtout pas attirer les autres. C'est étonnant. C'est étonnant. Et là, l'Italie a marqué des points incroyables. Et bien sûr que c'est plus facile d'avoir des taux de croissance importants quand ils sont beaucoup plus bas que nous. Mais quand même, je veux dire, ils sont en train de se relever de beaucoup, beaucoup de choses. Bon, nous, on a une extrême droite qui a une politique économique d'extrême gauche. Donc, on aura le pire du pire. Bon, c'est merveilleux. Bon, après, voilà, moi, je suis surtout triste pour tous ceux qui pensent que c'est ça la solution et qui vont en souffrir encore plus, comme le Brexit a fait le plus de mal à ceux qui l'ont voté. C'est ça le paradoxe. C'est que malheureusement, on est en train d'encourager tout le monde à quelque chose qui va finir dans le panneau. Je vais devenir le premier podcast Réac de France, je suis hyper fière. Ah, tu penses que c'est Réac? Non, moi je pense pas du tout que c'est... Je rigole, je suis en train de parler. Réac, on va nous taxer de Réac, Tu penses? Oui, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. C'est-à-dire de ne pas insulter les riches, c'est Réac. Non, mais je caricature comment ça va être reçu, mais évidemment... Reconnaître que malheureusement,
Moi, je Si trouve pas. effectivement on paye le plus d'impôts, c'est bien l'utilisation de l'argent qu'on en fait qui est un problème si tout le monde se plaint. Non, mais je suis d'accord C'est- avec toi, Emmanuel. Et donc, si effectivement c'est ça la démonstration facile, comment ça se fait qu'au quotidien, c'est pas l'administration qui est dénoncée au lieu des politiques? Vous savez, les ministres, ils arrivent dans un cabinet, ils arrivent avec quoi? 2, 3 personnes. Mais en face, ils ont des gens qui sont là depuis 20 ans. Et ces gens-là, ils n'ont pas forcément envie que ça change. Quand tu as une ministre de droite, Roselyne Bachelot, qui annonce la main sur le cœur, euh, je, je suis heureux de vous annoncer qu'il n'y aura aucun licenciement au Centre Pompidou pendant sa fermeture de minimum 5 ans. Mhm. On se dit, tiens, c'est marrant comme idée. Euh, et elle est de droite. Donc, je me dis, bon, très bien. Donc, effectivement, on se demande où faire des économies. Ça, ouais. On se demande où faire des économies. Oh, bah, ça n'a étonné personne. Bah oui, si on commence par le Centre Pompidou, on risque de s'attaquer au ministère de la Culture, on risque de s'attaquer Ouais. à d'autres choses. Mais en l'occurrence, moi, je suis pour que l'argent dépensé dans la culture, ce soit dans la création, pas dans la gestion, d'en dépenser le minimum, parce qu'on en a dépensé tellement pour le gérer, cet argent, qu'à la fin, ouais, c'est très... Et là, vous voyez, je prends beaucoup de risques en disant des trucs comme ça, parce qu'il Non. y a énormément de gens qui, effectivement, vont trouver ça très désagréable. Parce que tu te rends compte... Mais peut-être qu'il faut être exposé aussi à des choses qu'on trouve désagréables. C'est peut-être ça aussi un... Je me dis qu'au moins, je l'aurais peut-être fait dans un support pas très connu, mais au moins je l'aurais fait un petit peu, j'aurais participé. Ouais. Et moi, je vais pas couper. Hein. À moins que tu me le demandes, moi, j'assume de recueillir cette parole-là. Ouais. La transition va du coup être un petit peu foutraque parce qu'on va finir sur des questions un peu plus légères. Mais vraiment, tu es très très fort parce que moi, j'arrive toujours à sortir les doigts des... Je sais pas comment on dit, les trucs et il y a plein de trucs que je saurais pas, mais c'est pas grave, c'est mystérieux. Les 3 ingrédients d'une soirée réussie selon toi, parce qu'on a ça en commun, le goût de la fête, donc j'avais envie de commencer avec ça. Une bonne musique, c'est essentiel. Hein. Une bonne lumière. Très important, on n'est pas gâtés ici. Là, c'est carrément impossible de faire la fête dans ce studio. Impossible, c'est pas prévu. Et puis, les bonnes personnes. Et surtout des gens variés, des gens d'horizons variés. Complètement d'accord. Pas d'un seul. Complètement d'accord. Pas de l'entre-soi ou du... Un jour que tu n'as jamais oublié. Je peux pas raconter celui auquel. Ah si. Oh, bah non. Allez, maintenant. Franchement, vu la gueule de notre épisode, je pense qu'il faut y aller. Non. Mais si. Un jour que j'ai jamais oublié. Je sais pas, ils sont nombreux. Moi, j'ai l'impression d'avoir une vie à la Forrest Gump, donc c'est très prétentieux. Non, c'est très joyeux. Par moments, j'ai l'impression d'être un personnage de livre parce qu'il m'est arrivé énormément de choses et des choses très inattendues, qui me paraissent à mon petit niveau incroyables. Et le réduire à un truc qui serait le plus. Le dernier truc incroyable qui t'est arrivé alors. Genre le dernier pinch me moment où t'étais un peu en mode tu vois, tu racontes que petit tu voulais des Weston et que maintenant t'es copain avec les propriétaires des Weston. J'adore cette formule. Ok, tu les connais. Tu les connais. Ok. Tu me sors des podcasts d'il y a très longtemps, mais bon. Moi j'écoute tout. C'est très bien. J'écoute très tout. Bien préparé. Est-ce que y a pas un truc récemment où tu t'es dit oh là là, j'arrive pas à croire que ça m'arrive, un voyage, une rencontre. Ça se voit que t'as plein d'idées, mais que peut-être tu te censures. Ouais, mais parce que c'est un peu comme quand on te demande tes 3 films favoris. Ouais, ça, ok. Ça, j'aime pas. T'es ennuyé d'être réduit à ça. Ok, bah alors je t'ennuie pas. Donc non, mais tu m'ennuies pas, mais je t'ai fait un début de réponse. C'est noté, j'accepte. Le lieu qui te recharge, qui te fait du bien. Bon, je reviens du Cap Ferret, je veux dire pour l'instant. Moi, j'aime beaucoup le Cap Ferret. Voilà. Le plat qui te réconforte. Alors, ceux qui me réconfortent sur le moment me font culpabiliser par la suite. C'est pas très confidente ça, mais t'as raison de le dire. Alors, je veux dire, si j'ai envie de me lâcher et tout ça, je vais manger une pizza, oui. Bah, merveilleux. Vraiment, on adore. C'est le plat. Qui réconforte beaucoup de gens, je pense. Ton musée préféré? Là aussi, c'est difficile. C'est impossible, mais... Comment J'ai envie de t'embêter quand même. Comment réduire tout à un musée? Où tu parles... Là, tu parles à un garçon qui nous écoute et qui a envie d'emmener à Paris une fille pour un date dans un musée. Tu lui conseilles d'aller où? C'est très différent, alors. C'est devenu ma question. Parce que moi, j'aurais tendance à dire Jacques Marandré. Moi, j'adore les dates au Jacques Marandré. Mais toi, c'est quoi ton
musée de date préféré. Et les galeries ne comptent pas. Attends, je pense plus faire de date dans un Je musée, parlais pas de toi, je parlais de mais, notre auditeur. moi, je prendrais un musée long à visiter Mhm. et avec des salles vidéo C'est qui très créent bonne l'intimité, réponse. qui créent l'intimité. Donc tu penses à quoi? Oh, ça peut être le Voilà. Palais de Tokyo, Ouais, le ça Palais peut de être Pompidou, ça peut être. C'est une très bonne réponse. Mais il Les faut un salles vidéo, musée c'est où on bien. a du temps. C'est très bien. Parce que comme ça, si tu t'entends bien, tu sens que la personne a Ouais. envie de rester, Il y a une belle réciprocité. quel que soit le musée. Très bien. Qu'est-ce qui devrait avoir son propre musée et qui n'en a pas un aujourd'hui? Un truc, un concept, C'est le- marrant que tu dises ça, parce que je suis tombé en venant à vélo sur le musée de la... vie romantique? Non. Non, non, mais bon, sur tout un tas de musées, allez, Ok. je vais pas donner de nom. Ok. Et on se dit, c'est que, bon, ok, ils sont tous contents d'ouvrir leur propre musée. Ouais. Bah, c'est... Mais à un moment donné, le budget, il augmente pas en conséquence. Donc, Mais s'il n'y avait pas... ils font tous leur propre musée parce Ouais. qu'ils sont excités de dire, bon, bah, d'une certaine manière, ce sera moi Ouais. qui l'ai fait. Mais se rendent-ils compte qu'ils amoindrissent tous les autres en Ok. parallèle, puisque le budget du ministère de la Culture n'évolue que, entre guillemets, autour de l'inflation. Ben, plus on ouvre de musées, plus tous les moyens se réduisent à peau de chagrin. Donc Et donc, c'est un égo triple. donc, à un moment donné, il vaudrait mieux avoir le courage de fermer ceux d'inutiles. Je sais que c'est horrible ce que je dis, mais de mieux financer ceux utiles. Ok. Alors après, c'est très dur de juger lesquels sont utiles. Après, il y a plein de musées qui sont des initiatives privées, ça ne gêne personne, c'est leur choix. Mais disons que, à force d'avoir l'idée lumineuse pour espérer peut-être avoir son nom bon. Et encore une fois, je veux pas paraître grincheux, il y a plein de musées formidables et c'est notre grande fierté en France. Mais on n'a pas besoin des musées pour mais si c'est pour tout. que ensuite, effectivement, ils n'aient pas les moyens de s'entretenir, de se sécuriser, de payer, encore une fois, ce qui est la créativité. Okay. Je veux dire, dans cette... c'est évidemment le cœur comment dirais-je, c'est pas juste des bâtiments à ouvrir. Ça, on l'a vu en Chine, il y en a énormément qui ferment actuellement. On leur a imposé d'ouvrir des musées pour pouvoir faire ces projets immobiliers. Et puis, ils ont découvert un peu tardivement que ça coûtait une fortune de faire une programmation institutionnelle. Et que c'est pas juste l'espace qui compte. Ouais, ok. Où aimes-tu te balader, te promener? Et bah, Paris en général, ça c'est vraiment... Flâner dans Paris. Voilà, Paris, Ok. bon, Kyoto, Ok. mais il y a évidemment plein d'endroits. Ok, Paris. Paris, c'est merveilleux. Ah ouais. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Qui aimerais-tu envoyer balader? Il me semble qu'on a la réponse quand même. Ouais. Ou est-ce qu'on pense à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a une autre... Parce que vraiment là, je pense que cette question là... Je pense qu'on a répondu. On y a répondu. Qu'est-ce qu'il y a de plus joli chez toi? Oh là. Et je parle pas forcément... Il y a des gens qui entendraient la partie. Tu vas me poser l'inverse, j'espère, parce que j'aurai beaucoup de réponses à faire, mais... Ah non, mais... Le plus joli. Alors, si je réponds mes fesses, je vais avoir l'air malin. Bah moi, j'adorerais que tu répondes mes fesses. Franchement, ça ferait un beau contraste. Je sais pas pourquoi j'ai toujours pensé ça. Bah, si ça se trouve, je suis le seul à le penser. Et bah, on te tient tous au courant, mais on aime beaucoup cette réponse. Qu'est-ce qui te fait bouder? Beaucoup de choses. En vrai, on a aussi... Ouais. Mais non, je suis quand même... T'es un boudeur? Non, mais je peux passer de l'un à l'autre assez rapidement. On en a la preuve actuellement. C'est malheureux, mais je suis plutôt d'un naturel enthousiaste et de bonne humeur. Mais c'est vrai que je peux tourner dans l'aigreur parce que par moments, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Je comprends. Compliqué. La personne en qui tu as pleinement confiance, c'est qui, toi, ton confident? Parce que t'appelles qui quand... Je peux dire un nom? Bien sûr que tu peux dire un nom. Ah non, mais c'est... Bah si, J'ai un copain qui, quand même, a toujours été... J'en ai plusieurs qui ont toujours été là pour moi. Et ils vont... J'ai un certain groupe de copains ou de copines, d'ailleurs, qui sont sur qui je peux compter. Mais je dois dire que Samuel Boutruche, qui est un ancien artiste de la galerie, en plus, il est même plus exposé à la galerie, c'est quand même le type le plus incroyable que je connaisse. Pourquoi? Dans les moments difficiles. Le pauvre, du coup, il est tout le temps là dans les moments difficiles. Ah, mais c'est trop beau. Ouais. Il te rebooste quand ça va pas. Ouais. Ah oui, il est formidable. Ah ben on le salue. C'est pas juste te rebooster, c'est qu'il participe à essayer de résoudre le problème. On adore. Que trouves-tu sexy? Qu'est-ce que je trouve sexy? Une idée incroyable. C'est extrêmement sexy. Après, évidemment, il y a énormément... Enfin, si tu veux, si c'est sur
Non, Ça, c'est large. tu dis, je pense que tu trouves la confiance sexy, pour revenir à ton sujet. Mais la confiance peut être justement repoussante. On peut craindre quelqu'un qui a un excès de confiance. Mais quand même, la confiance, Oui, moi, la confiance, ça veut pas dire. Ouais. C'est l'excès de confiance qui est, Ouais, qui est moi, ma effrayant. confiance, elle est Mais, pleine de doutes et de remises ouais, en question. ouais, Ça m'intéresse pas, l'excès ouais, de confiance, je suis c'est pas de la d'accord. confiance, en fait. Voilà, je suis C'est un d'accord. oxymore. Donc, qu'est-ce qu'on ne sait pas de toi? Euh, Franchement, je suis tellement transparent que Je suis malheureusement. sûre qu'il y a des trucs que tu nous. Non, mais un truc, on serait surpris de se dire, ah ouais, Emmanuel, il fait ça, ou Emmanuel, il. Bah oui, mais ça ne vient jamais à l'esprit comme ça. Et puis, ce serait une décision de le dire là maintenant. Mais qu'est-ce que j'aime bien? J'aime beaucoup le ping-pong. Ok, mais tu Ça te vois, va? mais moi, je suis ravie d'avoir Je cette. joue pas assez souvent au Mais ping-pong. j'ai une J'adore le exclue de ping-pong. dingue, là. Je vais faire ma C'est très carrière bon pour dessus. les yeux. C'est très très C'est bon vrai que pour le les ping-pong, yeux. ça doit être bon pour les yeux. Ok. C'est bon pour les yeux, c'est bon pour plein de choses. Ok. Ah, Bon, bah, on va se mettre au et le ping-pong. ping-pong m'a beaucoup aidé dans des moments difficiles. Ouais. Bah, tu vois que tu as trouvé une Tu vois. sublime réponse. Je vais le vendre. Emmanuel Perrotin et le ping-pong. Tu dis souvent du coup que tu veux pas finir comme Fitzgerald. Comme qui voudrais-tu finir? Non, je dis pas que je veux pas finir comme lui. Ça te stresse? Malheureusement, ça peut me tomber dessus à tout moment. Enfin bon, finir comme Fitzgerald, ce serait quand même déjà pas mal. Moi, je trouve que ce serait déjà pas mal. Mais voilà. Mais je suis préparé à l'idée que je puisse tout perdre. Ouais. ok, Ouais. Ouais. ok, c'est noté. C'est très romanesque. Préférerais-tu te réincarner en œuvre ou en galerie? Ça, c'est vraiment mes questions d'enfant. Est-ce que je préférais. Ah bah non, parce qu'une galerie, c'est voué à disparaître. Alors que l'œuvre, elle Alors, disparaît moi, en jamais. vendant 51% de la galerie, j'essaye de faire que ça perdure. Mais une œuvre, bon, bien sûr, il peut y avoir des voleurs qui détruisent pour récupérer la On en matière sait quelque première de chose. cette œuvre. Mais pas forcément que des pierres précieuses. Hein. C'est arrivé Oui, à Moore qui a une sculpture de je ne sais plus combien de tonnes qui a été fondue pour son bronze. ah oui, Uniquement, wow. ouais. Il y a vraiment des gens qui ont des sacrées idées là pour le coup. Ok, qu'est-ce que tu trouves sublime? Qu'est-ce que je trouve sublime? Bah, comme tout le monde, des paysages, des monuments, des femmes, des, des œuvres. Des œuvres. Je pense que ça t'arrive par moment de te dire, mais cette musique, c'est incroyable. Ouais, des moments. On l'a payé. Alors là, je vais faire un truc de vieux combattant. On a payé l'album 9,90 €. Mhm. Et ce truc-là nous suit toute notre vie, Ouais, nous offre tellement de plaisir. ouais. Et l'un des regrets que j'ai dans ma carrière, c'est que on a très très rarement des moments où on sent qu'on est, on est applaudi, quoi. Ah Alors ouais? que le milieu de la musique, du théâtre et tout ça, c'est Ah vrai oui, que je vois ce que tu veux dire. il n'y a pas ce moment. Ce temps-là de Voilà. l'applaudissement. Donc ça arrive si les artistes changent la manière de faire une expo, mais mais ce désir de sentir radicalement, parce que certes on a les visiteurs, mais on n'a pas de commentaires, Ouais, c'est vrai. on sait Ou pas. alors, ce qu'on veut Alors, pas. Ouais. après, on a les gens qu'on croise dans la rue et qui nous disent des choses sympas. Alors, je fais un appel là d'ailleurs à ce sujet. Les artistes qui me croisent dans la rue, ça sert à rien de me faire une introduction en me Ah. faisant plein de flatteries sur la galerie, que c'est extraordinaire, que c'est machin, ça, pour ensuite Ouais, la flatterie, c'est dire toujours, que vous êtes artiste. Parce que l'un annule l'autre un peu. parce que c'est désagréable. On n'a pas envie parce que vous avez envie de nous montrer votre travail comme ça au dérobé Mm. dans la rue ou dans un moyen de transport en commun parce que vous vous croisez. Ne pensez pas que cette introduction, elle nous ravit parce qu'on a l'habitude. Et du coup, c'est moi qui souvent coupe la parole en disant, excusez-moi, mais vous êtes artiste? C'est horrible. Et c'est vrai que Ouais. on passe de quelqu'un de désiré, d'aimer et en un millième de seconde, tout d'un coup, on est un vieux con qui n'a vraiment aucun intérêt pour l'art contemporain puisqu'on n'a pas voulu regarder leur dossier alors qu'on est avec ses enfants, alors qu'on est dans la rue, alors qu'on est sur un stand de foire. Quand je suis sur un stand de foire, je suis comme un acteur de théâtre qui effectivement attend ses clients, attend des conservateurs de musées, attend des curateurs d'expositions pour leur montrer notre travail. Je ne suis pas là pour voir le travail des autres. Si un truc comme ça n'est pas compris, que ça n'est pas une opportunité de me croiser, ce qu'il faut, c'est que je croise leur travail, et que leur travail, je le croise parce que Indépendamment d'eux, parce malheureusement. qu'il a un tel, voilà, il a une telle aura, il a une telle, cette impression de comment dirais-je, de ne rater des occasions parce qu'il y aurait que l'entre-gens. Non, il y a Instagram, et Instagram est un moteur extraordinaire. Ouais.
Et puis, les expositions, il faut prendre son destin en main, faire des expos, des trucs. C'est pas... Toi, à 17 ans, tu ne serais pas contacté? Je pense pas qu'un éditeur de livres se fait apostropher dans la rue. Non, il faut pas le faire. C'est même mal vu dans le monde de l'édition. Mais c'est évidemment mal vu. Et non, mais ça dépend un peu. C'est légitime. Non, parce qu'écrire une lettre d'amour, une lettre d'amour, n'importe quoi, une lettre de je rêve de travailler avec vous à un réalisateur, ça peut être. Oui, mais pour une actrice déjà un peu reconnue. Ou même pour un acteur. Oui. Mais par contre, c'est vrai que dans le monde de l'édition, c'est. Si l'acteur lambda envoie cette lettre, il y a des grandes chances que. Bon, peut-être qu'il y aura un lien, mais là, à la limite. Ouais, faut quand même envoyer une lettre. Ouais. C'est différent. C'est pour ça, moi, je suis pour la lettre tout le temps. L'audace. Ceux qui ont obtenu votre numéro de portable, mais comment ils peuvent penser qu'on a envie au pied levé de répondre à leurs demandes? Enfin, je sais pas. Moi, quand j'étais jeune et que j'avais pas beaucoup de contacts, je me mettais quand même à la place des gens que j'allais importuner en essayant de trouver un biais pour qu'ils soient pas importunés. Mais c'est évident, je comprends qu'on a envie mais voilà, excuse-moi. En tout cas, j'espère que je t'ai pas importuné. Oh bah tu me fais ma transition. On le saura selon si... non, mais j'espère. Moi, c'était un plaisir et je veux finir avec cette phrase, mais peut-être que tu ne cites plus parce que peut-être que mes recherches sont outdated, mais que tu citais en tout cas Marcel Dassault sur cette phrase elle te saoule cette phrase maintenant? Non, ça me fait marrer. Parce que moi, je l'ai découverte grâce à toi. Drôle, et je la trouve trop belle, donc je vais la partager avec nos auditeurs. On ne fait pas des avions pour qu'ils soient beaux, on fait des avions pour qu'ils volent bien, mais il se trouve par coïncidence que les avions qui volent bien sont beaux. Donc ta carrière roule, on peut même dire qu'elle vole à une très haute altitude. Est-ce que tu la trouves belle, ta carrière, Emmanuel Perrotin? Je serais quand même, très, comment dirais-je, bégueule de ne pas reconnaître que j'ai eu énormément de chance, que j'ai vécu une vie incroyable, que elle est encore devant moi, hein, mais c'est vrai que... T'es fier de toi. Si à 20 ans, tu m'avais dit que j'aurais cette vie-là, j'aurais jamais imaginé que ce soit possible. Et ça a été incroyable. Et c'est pas dans c'est surtout les aventures humaines que j'ai vécues qui ont été incroyables. Et pour cela, il a fallu que je monte des bons artistes et que je suis très très reconnaissant à mes artistes et à mes équipes pour avoir fait tout ça. Trop bien. Un mot de la fin ou tout va bien? Tout va bien. Tout va bien. T'as rien envie de corriger, de préciser? Pourvu que ça bosse pas. T'es horrible parce qu'on n'a pas les mêmes envies là par rapport à Confidente. Mais en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci Emmanuel. Et ne nous traitez pas de réac. Il faut des espaces d'honnêteté où on est confronté à des opinions qui ne sont pas les nôtres. Et c'est très important et je veux participer à ça. Donc, d'accord. Voilà. Si être réac, c'est demander juste... Je n'ai pas dit qu'on était réac, Emmanuel. Calme-toi, tout va bien. Merci beaucoup et à bientôt pour le prochain épisode de Confidente. Merci.